Alors on va continuer avec Notre-Dame-des-Landes, parce que ici c'est un peu Notre-Dame-des-Landes. Et on va demander à Alex et Christophe Tardivon de venir, et également à Adrien Pichon de nous rejoindre. Donc je vais présenter Adrien Pichon, qui est psychologue clinicien et psychanalyste et qui travaille sur des personnes qui souffrent d'un syndrome assez curieusement appelé le syndrome de Diogène. Vous en connaissez certainement, et vous allez être très étonné que ça s'appelle le syndrome de Diogène. Ce sont ces gens qui finissent par complètement bloquer l'intérieur de leur maison à force d'y accumuler des tonnes de papier, de déchets, d'animaux, de terre, de boîtes de conserve, de n'importe quoi, au point d'être finalement obligés de creuser quasiment des galeries à l'intérieur pour pouvoir se déplacer dans l'appartement. Et alors c'est bizarre que ça s'appelle Diogène, parce que Diogène, à ma connaissance, c'est plutôt quelqu'un qui vivait dans un tonneau et qui se séparait d'absolument tous les objets qu'il avait, mais bon, c'était une autre époque. Oui, Adrien. sûrement. Quand on avait échangé un petit peu à ce sujet, je vous rappelais que l'un des secteurs de l'immobilier qui se développe le plus actuellement dans le monde occidental, ce sont les espaces de stockage, hein, vous savez, ces box qu'on loue quand finalement la maison est trop pleine et qu'on souhaite encore conserver davantage de choses. Et ça, il paraît que c'est la bulle spéculative du moment. Voilà. Avis aux amateurs. Alors, on va poursuivre peut-être avec Christophe et Alex, qui arrivent donc tout droit de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alex, je ne sais pas si vous aviez vu des photos, mais c'est lui qui avait construit la tour qui a été détruite et qu'il a depuis reconstruite, d'ailleurs. Alors, Alex, j'aimerais bien, peut-être pour commencer, avoir votre sentiment sur ce qui a été dit jusqu'à présent, sur ces histoires de savoir-faire, récupération, etc. Je pense que ça a dû faire écho pour vous à pas mal de choses. Oui, c'est le savoir, c'est ce qui est le plus important. C'est sans savoir, tenir plus près le micro. On n'a pas d'imaginaire, enfin, on manque d'imaginaire et tout ça. Enfin, c'est le but de tout être vivant, c'est apprendre, transmettre. Et maintenant, on est dans une société où dès qu'on apprend un truc, on pose un brevet et on se le garde. Et à la place d'être de plus en plus, avoir plus en plus de savoir et s'y changer le savoir qu'on a les uns avec les autres, et ben on se le garde et du coup on s'appauvrit à fond. Et du coup, le but premier de Notre-Dame-des-Landes, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange de savoir et d'échange tout court, quoi. Et est-ce qu'on vit dans une misère sociale, mais de remettre les générations ensemble, arrêter de séparer les enfants des adultes, des personnes plus âgées, arrêter que les femmes tapent sur les hommes, arrêter que les hommes tapent sur les femmes et que se mettre ensemble. Et c'est la base, quoi. La base, est-ce qu'on est des animaux sociaux et on est fait pour vivre ensemble. Et ensemble, quand on fait quelque chose ensemble, tout le monde met son grain de sel et c'est pour ça que les choses deviennent belles, parce que c'est évolutif et ça devient organique, parce qu'on est des êtres vivants parmi le reste du vivant. Alors à Notre-Dame-des-Landes, un des slogans qui a vraiment eu un grand succès, c'était contre l'aéroport et son monde. Il s'agit toujours de créer un nouveau monde, un monde différent. Et de fait, ça s'est fait dans des proportions complètement inattendues et très rapidement. Ça s'est fait plutôt naturellement. Le fait de mettre les gens ensemble, tout simplement dans un endroit où il n'y a plus de normes, ça permet d'expérimenter les uns avec les autres et de se réapprendre à vivre et tout ça. Parce que le bien-être, il n'est pas n'importe où. Et en fait, la civilisation, non seulement elle détruit tout, mais en plus, elle n'apporte pas du tout le bien-être. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à plusieurs ? C'est bon, ça qu'il faudrait raconter. On parle. J'ai apporté. On parle. Ça prend du temps. On parle les uns avec les autres. On montre. On observe ce que fait les uns les autres. On se donne des coups de main. On se donne des suggestions. Et après, dans le milieu dans lequel on vit aussi, ça nous lève. Ça ouvre l'imaginaire. Vivre dans la civilisation, c'est enlever tout ce qui est vivant pour mettre du non-vivant. Mais quand on est entouré de non-vivants, de quelle manière ? C'est à la place de vivre avec le reste du vivant, on se met à la place. Et en fait, on peut vivre avec le reste du vivant. Et en fait, tout ça, c'est pas vivant, rien n'est vivant. Et en fait, ça bouge jamais. Et le fait des environnements qui évoluent jamais, ça nous structure le cerveau. Et on a du mal avec l'imaginaire, alors que normalement, on est en parfaite évolution. Quand on est avec le reste du vivant, tout est vivant. Du coup, tout évolue tout le temps, ça grandit. Et l'image qui est autour de nous, elle change constamment. Et du coup, ça nous crée, quand on est entouré quand le paysage il est poétique, ça nous crée de l'imaginaire. Quand on efface complètement la poésie du paysage, notre imaginaire il s'estompe et on sait plus quoi faire.
Et qu'en fait, le paradis, c'est la terre, et la terre, elle est magnifique. Et le but, c'est... Alors, est-ce que c'était vivant, les constructions que Constantin nous a montrées? Moi, il me semble que oui. Oui, bah oui, c'est avec le reste, c'est avec des choses matérielles qui sont autour de, comme on disait, autour de chez nous. Et puis du coup, et puis si on prend les matériaux qui sont autour de chez nous, en plus, ça crée c'est différent d'un autre endroit, et c'est ça qui donne la magie du lieu aussi, c'est que tous les lieux sont différents. Et ce qui est beau, c'est avoir toutes les maisons pareilles. En fait, avoir des maisons toutes différentes, suivant les milieux, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus enrichissant. Alors, j'ai apporté une carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on voit les différents lieux. Il y a Saint-Jean-du-Tertre, Bellevue, Limimbourg, La Riotière, les Rosiers, Wardines, la Forêt de Roanne, les Fosses Noires, Rouges et Noirs, les Sans-Noms, la Grée, le Sabot. Voilà, tous ces lieux dont on a entendu parler. Et puis, il y a autour, indiqué, si vous voulez, je la ferai circuler après, tout ce qu'on trouve dans ces lieux qui n'y étaient pas avant. Ce sont les habitants de ces lieux-là qui ont créé tout ça. Alors, ils ont construit, mais ils ont aussi amené des troupeaux de vaches, une fromagerie, une boulangerie, un atelier couture, une épicerie, un espace de réunion. Ils ont fait des cultures de blé, il y a un atelier mécanique, il y a la Blackpool Kitchen, la table d'hôte itinérante, il y a des moutons, il y a des hangars agricoles, il y a une salle de sport et de danse, un non-marché. Qu'est-ce que c'est que le non-marché, Alex ? Le non-marché, c'est un endroit où on se retrouve tous les vendredis après-midi, où on apporte ce qu'on a apporté, parce que quoi qu'on fasse, souvent on produit trop. Si tu es tout seul et que tu as 3 poules, tu as plein d'œufs et tu as envie de les offrir. Si tu fais des tomates, tu as trop de tomates, et c'est un endroit où on apporte ce qu'on a à offrir aux autres, et que chacun prenne ce qu'il a besoin, et un lieu d'échange. À quel prix ? C'est chacun donne ce qu'il veut, après il n'y a pas besoin de... C'est prix libre pour des fois, il y en a qui fonctionnent un peu avec l'argent et tout ça, mais autrement c'est du don, quoi. Et sans enlever l'échange de tous les jours. Mais ça permet à des gens de l'extérieur et de tout le monde d'y avoir accès. Et c'est un lieu de rencontre aussi, ça, où des gens qui habitent à 10 km, où on peut plus se rencontrer, plus se voir. Parce que la ZAD, ce qui a créé la ZAD, c'est pas les gens qui habitent sur la ZAD, c'est tout le monde. Ce qui fait la ZAD, c'est le grain de sel de tout le monde. S'il y a un truc qui est créé, c'est que quelqu'un a eu l'idée, il l'a fait. Et en fait, c'est toutes les personnes, une personne qui passe une journée, une personne qui passe 1 an, ou qui vit 8 ans, ou je sais pas combien. C'est ce qu'il apporte qui fait la ZAD et qui fait toute cette biodiversité d'activités et culturelle et tout. Christophe Tardivon, vous habitez pas très loin de la ZAD et vous dites que c'est devenu une drogue, vous avez besoin d'y retourner régulièrement? Alors, j'habite assez loin de la ZAD, mais je fais partie du comité ZAD de Rouen, donc on y va régulièrement. Alors, pour présenter à ceux qui ne connaissent pas la ZAD, c'est une zone de 1650 hectares. Elle fait 16 km de long sur 5 de large. Les routes la traversent, enfin, c'est long et étroit, c'est un peu une forme d'aéroport. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout à l'heure on parlait de génie du lieu, c'est que quand j'y arrive de Rouen, bon, je suis impatient, c'est long, et à 50 mètres près, pouf, on sait qu'on est dans la ZAD. Il y a une magie, à des détails, parce qu'on ne voit plus de pelouse tondue, on ne voit plus de boîtes aux lettres, les bords de la route sont plus pareils, on sait tout de suite quand on est dans la ZAD. Et là, comme il fallait bloquer la zone, on n'a pas fait de démembrement, on n'a pas fait de lotissement, donc c'est resté. Et puis alors, il y a plein de cabanes. Donc, il y a des lieux anciens qui ont été habités. Et après, les agriculteurs ont demandé de l'aide. Donc, il y a des gens de l'extérieur qui sont arrivés. Puis alors, on se promène, on arrive, on se sent bien un endroit, on met sa tente. Puis après, ils ont construit avec les matériaux qu'ils avaient. Donc, des châtaigniers, de l'argile. Et les photos que vous voyez, là, ça, c'est le non-marché, l'endroit où on échange. Alors, tout ce que vous voyez, ça a été détruit. Donc ça, c'est une structure en igloo avec de l'argile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas un groupe de copains ou 2 groupes de copains, c'est qu'il y a tellement de cabanes que ça crée une dynamique. Et au lieu que ce soit des initiatives isolées, il y a toute une dynamique qui se met en route. On voit, oh, ils ont fait ça, c'est sympa. Moi, je vais faire pareil, mais un peu différemment. Et puis, comme disait Alex, à la ZAD, quand on arrive, si quelqu'un dit, il n'y a pas de, il n'y a pas de plantes médicinales, on dit, vas-y, fais des plantes médicinales. Il y a quelqu'un qui arrive, il dit, moi, je ne sais pas faire du fromage. Va à Bellevue, ils font du fromage tous les jours. Et puis c'est un lieu aussi où il y a une philosophie. Alors, pas de sexisme, pas de racisme, pas d'homophobie.
enfin on essaye, pas de spécisme, c'est-à-dire on doit considérer les animaux d'égalité. Donc normalement les chiens ils se promènent avec les gens, ils ont des copains chiens qui se rencontrent. Et pas d'agisme, c'est-à-dire on ne doit pas parler à quelqu'un, ah ouais c'est un petit jeune, ouais c'est un vieux, et ça crée des choses étonnantes. Et c'est l'habitat qui a été construit là, au sens large, qui crée une autre vie? Non, c'est nous qui sommes différents, donc on crée un habitat à notre image. Alors sur le lieu, il y a quand même une rage, parce que c'est pas facile, il y a des arrestations, il y a des flics, il y a des combats, et ça donne une force aussi, et un rêve. Donc voilà, il y a une puissance, et puis quand on est sur la ZAD, alors oui, je voulais dire aussi, c'est un trou spatio-temporel. C'est-à-dire que quand on y est, on n'est pas en France. On n'est pas à l'étranger, mais on n'est pas en France. Il n'y a pas les mêmes lois, vraiment, on ne se sent pas en France. Et puis, il n'y a pas d'heure aussi. En se promenant, on peut toujours trouver quelqu'un en train de dormir, en train de manger, en train de travailler. On est contre la dictature de l'heure aussi. Donc, voilà. Quel bordel! C'est pas le bordel. Alors, il ne faut pas confondre le chaos et l'anarchie. Ça ne va pas là. L'anarchie, c'est extrêmement respectueux et organisé. Alors quand même, ce qui est un trait commun à toutes ces expériences dont on entend parler, c'est que ce sont des lieux en guerre, d'une certaine manière. Mais il ne faudrait pas confondre lieu en guerre et lieu terroriste. Or, c'est quand même ça qui a été le coup de maître du système médiatique, ça a été de transformer ce lieu d'invention et de foisonnement en un lieu terroriste avec cache d'armes, personnalité ultra-violente prête à détruire. C'est que l'État, il est un peu. Micro. Pardon. L'État, il est un peu ébranlé sur un système qui ne contrôle pas et où on s'y change les savoirs, ça ne plaît pas vraiment. Et pour intervenir, à part nous dire qu'on est des terroristes, ils peuvent pas faire. Ils savent pas trop comment faire. C'est pour ça que là, ils sont venus, ils ont tout détruit, ils ont été violents, mais ils sont bien embêtés de pas nous tirer dessus, de pas retrouver des armes en face d'eux, quoi. Et du coup, c'est que du mensonge tout le temps. Moi, par exemple, le bon exemple de la cache d'armes, c'était ma grotte. C'est quand je suis arrivé au lieu où je suis, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un puits pour avoir de l'eau. Et en fait, l'eau, du coup, vu qu'il fait de plus en plus chaud, l'eau il se tarit dans mon puits. Mais ça fait une grosse réserve. Du coup, j'ai 7 mètres de profondeur, ça descend et j'ai quasiment 25 000 litres. Et en fait, l'eau elle se tarit à fur et à mesure de l'année. Et en fait, en faisant le tas d'argile, je faisais un tas d'argile et puis j'ai vu une petite souris qui faisait un trou dans le tas d'argile que je faisais. Et j'ai regardé la souris, je suis pas plus bête qu'une souris, vas-y, je vais essayer. Et en fait, du coup, à 3 mètres de profondeur, j'ai creusé, j'ai fait une petite galerie qui part à 5 mètres avec 2 petites pièces, avec des petites voûtes. Et du coup, l'argile, elle est rouge. Et on a l'impression d'être dans un autre pays. Et c'est tout le temps à 10-15 degrés. Quand il fait 40 degrés dehors, c'est 10-15 degrés. Et c'est une zone de méditation et aussi une zone pour jouer de la musique, une caisse de résonance qui est magique. Et quand j'ai vu que partout à la télévision, dans les journaux et tout ça, c'était ça là, la fameuse cache d'armes et l'itinéraire de fuite. Alors j'ai creusé jusqu'à la cabane des 500 mètres. On est surmotivé. Et heureusement, il y a Libération qui a fait un article qui a cassé tout ça. Et l'article, il fait 2 pages. Et en gros, tu as la photo de mon puits, du coup, qui est plein d'eau. Et en dessous, le gros titre, c'est la recherche de la fameuse cache d'armes. Et du coup, en fait, ils ont pris la photo à l'intérieur de la grotte qu'ils ont pris sur Internet. Mais s'ils avaient pris une photo au-dessus du puits, ils seraient plus du tout crédibles parce que j'ai fait une maison en terre avec l'argile que j'ai sortie. J'ai fait un grand panier de 3 mètres par 4 mètres pour faire le toit. À côté, tu as des plantes sauvages qui sont partout. Et du coup, le lieu il fait beaucoup moins peur, quoi. Ça passe beaucoup moins, quoi. Et c'est que sur des mensonges tout le temps, des mensonges. Et contrer le pouvoir médiatique, c'est super dur, quoi. Et c'est pour ça que c'est important que les gens viennent sur place et voir et se rendent compte par eux-mêmes. Et que c'est pas une institution, c'est tout le monde qui est là. C'est uniforme et qu'on se bat pas pour le. Nous, on se bat pour le vivant, on n'est pas des guerriers, on n'est pas là pour la guerre. Et du coup, ils sont venus, ils cassent les maisons, ça nous fait mal au cœur et ça détruit toutes des choses qui sont belles. Parce que quand on parle, c'est important, c'est d'avoir l'exemple aussi, de créer ce qu'on pense pour pouvoir le montrer et le partager. Ça rentre beaucoup plus dans la tête. Du coup, ils ont détruit tout ça. Donc on va essayer de le refaire, mais nous, ce qu'on défend, c'est pas les cabanes, c'est la vie et le vivant et le vivre ensemble. Du coup, de toute façon, ils peuvent rien faire contre ça. Et que si nous, quand quelqu'un qui meurt le savoir, c'est plus que dans la société par manque de choix que tu vis. Là, c'est par choix que tu vis comme ça. Parce que tu vas vers quelque chose qui t'enrichit, qui vers la beauté. Et du coup, quand tu as changé de mode de vie, tu ne reviendras pas en arrière si tu as la possibilité de vivre comme ça, parce que tu te rends bien compte que l'impact, tout va mieux en fait, en vivant ensemble, en vivant plus en harmonie.
Et que quand on vit pareil, autour de vivants et tout ça, et ben en fait, on a de l'amour aussi avec le reste du vivant. Quand tu vois un arbre qui grandit, c'est de l'amour aussi. C'est peut-être bête, mais la beauté et l'amour, c'est des choses hyper proches. Et quand on est entouré de choses qui grandissent, qu'on observe et tout ça, ça nous crée de l'énergie, ça crée un bien-être qui est important. C'est que on dit l'énergie, c'est manger, mais l'énergie, c'est pas seulement manger. On peut manger indéfiniment. S'il y a un truc qui nous plaît, on va avoir l'énergie pour le faire. S'il y a un truc qui nous plaît pas, on va pas l'énergie pour le faire. Et c'est pas une question de manger, c'est beaucoup plus large que ça. Et du coup, comment marche le bien-être, comment on est des animaux sociaux et on a été évolué parmi le reste du vivant. Le paradis, c'est la terre parce que c'est peuplé d'êtres vivants différents et que c'est magnifique, quoi. Il y a rien qui est pareil. Il y a les feuilles de chêne. Par exemple, les druides, dans le temps, c'était des feuilles de chêne qu'ils prenaient en signature. Il y a des milliards et des milliards de feuilles de chêne et des feuilles différentes, et il n'y en a pas de pareilles. Il n'y a rien qui est pareil. Et c'est ça qui fait que l'ouverture d'esprit, la beauté, et on voit ce qu'on connaît, on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas aussi. Du coup, c'est apprendre à voir la nature, à voir les détails, à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, et du coup, en fait, on voit les possibilités qui sont à l'infini. Et en fait, on dit la vie, en fait, elle est magnifique, et ça nous donne des envies. Et avoir des envies, c'est être en vie, quoi. Quand on n'a plus d'envie, on est mort. C'est tout. Alors, j'avoue que quand j'ai vu que j'allais avoir sur la même table ronde les gens de la ZAD avec cette pulsion de vie tellement extraordinaire et Adrien Pichon qui allait nous parler des gens qui s'enterrent en quelque sorte dans leur espace, s'enferment dedans, j'étais assez anxieuse. Et parce que je voudrais surtout pas que ce qui se passe à la ZAD apparaisse comme un processus pathologique, parce que c'est vraiment l'inverse de ça. C'est une sorte de démenti de toute la pathologie de notre époque, et c'est une affirmation splendide de ce que c'est que la vie et la force de la vie. Mais peut-être que le lien, la chose qui unit ces deux modes d'être tellement différents, c'est qu'on est à cette époque d'accumulation d'objets. Alors, vous avez commencé en parlant de ces espaces de stockage qui, effectivement, sont tellement importants. On pourrait y ajouter aussi toutes ces espèces de boîtes à chaussures qui poussent partout dans les campagnes, dans le sud de la France. Je sais qu'il y en a énormément qui sont des lieux de stockage de ce qui va être vendu après, des entrepôts sans fenêtres. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Et donc, par rapport à cette accumulation d'objets, d'un côté, on a des gens qui se nourrissent de ces objets, qui arrivent à les recycler, à les recréer. Et c'était pareil dans ce que racontaient Éric ou Constantin. Et puis de l'autre, on a des gens enfin, je ne voudrais pas dire qu'ils s'enferment, mais qui en tout cas s'inscrivent, creusent leur habitat au sein de ces objets en les accumulant. Adrien Pichon. Voilà, il ne s'agit pas de pathologiser quoi que ce soit. De toute manière, la psychopathologie n'est intéressante que quand elle nous parle de nous tous, finalement de notre fonctionnement à tous, et de voir aussi ce qu'il peut y avoir de créatif dans la psychopathologie, bien sûr. C'est pas, je plaide aussi pour une biodiversité au niveau psychique. Si tout le monde fonctionnait pareil, ce serait ennuyeux à mourir. Donc, je trouve que dans ce qui a été dit, c'est extrêmement intéressant. C'est une très belle illustration finalement du couplage qui peut exister entre une subjectivité, quelqu'un ou un groupe de personnes et un milieu. Et finalement, ce trajet créatif, on ne sait plus si c'est l'homme qui façonne le milieu ou le milieu qui va aussi façonner l'homme. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire quand on change de mode d'habiter, on change aussi de mode de pensée. Donc il y a quelque chose d'un peu indécidable. Je pense qu'il ne faut pas trancher cette question. Est-ce que c'est l'homme qui façonne le milieu? Est-ce que c'est le milieu qui façonne l'homme? Et plutôt s'intéresser à cette trajectoire créative entre le milieu et... Peut-être que vous pourriez nous raconter une histoire. Je pense à cette femme Morgane. À travers ce récit, je pense qu'on comprend des choses. Oui. C'est effectivement on va dire un cas un peu paradigmatique, si vous voulez, de ces questions-là, qui traduit bien finalement le caractère poétique aussi qu'il peut y avoir dans ces modes d'habiter, au-delà de l'aspect un peu sidérant qu'il peut y avoir quand vous ouvrez la porte, de voir un logement confiné jusqu'au plafond, avec une trentaine de chats, une dizaine de chiens, des oiseaux, des plantes qui ont envahi la terrasse. D'ailleurs, elle pratique le semi-sauvage, comme ça, elle glane des graines
au cours de ses promenades, qu'elle jette ensuite sur sa terrasse pour les laisser pousser. Et elle est contente, c'est sa jungle, elle le dit comme ça. Vous êtes arrivé là parce qu'elle avait été signalée par les voisins, pas parce qu'elle avait... Classiquement, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ça devient aussi des zones à défendre, ces logements, dans la mesure où le mode d'habiter de ces personnes-là va en général causer un trouble. Alors le trouble, hein, ça se discute beaucoup, hein, c'est très dépendant des normes ou de la tolérance du voisinage, mais en général c'est le mode du signalement, hein, c'est-à-dire que les voisins se plaignent et il y a une procédure qui s'engage et il peut y avoir, hein, il y a un article dans le Code de la santé publique qui permet au maire, hein, d'imposer un débarrassage de force, refacturé ensuite à l'habitant, hein, l'article 1311.4 du Code de la santé publique, quand il y a un danger avéré. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'intervenir avant cette solution coercitive et tenter de faire un peu médiation à la fois entre l'habitant, ses voisins, les pouvoirs publics, etc. Et finalement de prendre soin du lieu, hein, c'est-à-dire ce que je dis, c'est à la fois une clinique du lien, hein, on est avec les personnes, on tente de prendre soin des personnes, mais c'est aussi une clinique du lieu, hein, et avec l'hypothèse que prendre soin du lieu, c'est aussi prendre soin de la personne. Hein, mais alors comment est-ce qu'on prend soin d'une jungle avec 30 chats, 20 chiens et, si j'ai bien compris, 5 mètres d'humus sur le balcon Voilà, bon, c'est-à-dire qu'on fait avec, on est avec les gens et on part un petit peu de leurs envies, parce qu'en général, c'est vrai qu'au départ, ils vous disent non, ça ne me pose aucun problème, etc. Puis au bout d'un moment, quand on se connaît un peu mieux, ils prennent un peu confiance, ils savent qu'on ne va pas tout enlever comme ça de manière brutale. Bon, et ils disent, oui, c'est vrai que je ferais bien un petit coin de plus sur la terrasse, etc. Donc on commence à déblayer un petit peu, on trie, on sélectionne, on accompagne. Et ce processus-là est extrêmement intéressant. On fait pareil avec les objets. Et finalement, on tente de retransformer toute cette matière concrète aussi en matière narrative et partageable. Hein. Je crois que ça, c'est... pour moi, une hypothèse clinique assez forte, c'est-à-dire transformer de la matière concrète en matière narrative. Habiter, c'est ça, c'est transformer, mettre de soi quelque part, mettre quelque part en soi et de tisser avec le milieu, avec le lieu, un enchevêtrement de sens comme ça entre l'espace et nous-mêmes. Hein. Donc on accompagne au tri, effectivement. Bon, pour les chats, ça a été très simple, c'est-à-dire qu'on a... La personne était d'accord pour qu'on stérilise les mâles. Hein. Donc on s'est débrouillé on a fait... 10 trajets chez le vétérinaire pour stériliser les mâles, pour que déjà il n'y ait plus de nouveaux petits tous les 6 mois. Quoi, hein. Bon. Et après, voilà, c'est effectivement un travail très long, fragment par fragment, où on accompagne la personne à évaluer finalement ce qu'elle souhaite conserver, ce dont elle souhaite se débarrasser, avec parfois des remords, hein, nocturnes, où la personne retourne chercher ce qui avait été jeté dans la journée pour les ramener. Mais bon, voilà, c'est très long, voilà, mais il se passe beaucoup de choses, en tout cas, dans ces accompagnements-là. Mais ce que vous dites aussi, Adrien, c'est qu'en allant sur place, finalement, ça a un peu changé l'image que vous aviez du lieu. C'est-à-dire, on sent que vous avez été assez admiratif devant cette jungle, d'une certaine manière. Bien sûr. Je crois que si on aborde alors, je ne parlerai pas de patient, là. Hein, c'est pas du tout la même configuration qu'une pratique de cabinet. Hein, mais si on aborde les gens avec qui on travaille que sous l'angle du déficit ou de la pathologie, on n'y arrive pas. Enfin, il faut aussi reconnaître ce qu'il y a de créatif, ce qu'il peut y avoir de poétique, potentiellement poétique, et finalement rentrer dans leur monde, rentrer dans leur manière d'être au monde, finalement, pour comprendre et faire avec, faire le plus possible avec et le moins possible contre. Je crois que c'est vraiment une maxime qu'on pourrait appliquer à tout projet thérapeutique. Hein. C'est une éthique pour moi de l'intervention clinique, hein, vraiment. Si on passe son temps à lutter pour imposer un certain mode de certaines conceptions, ça ne marche pas. C'est pas ça c'est pas ça la psychanalyse, c'est pas ça la thérapie, c'est pas ça qu'on fait chez les gens. C'est vraiment rentrer dans un monde et puis essayer de composer, de dialoguer surtout, hein, refaire du lien. Peut-être même plus que ça, accepter de se laisser pénétrer par ce monde-là. Bien sûr, oui. Mais effectivement,
c'est pas très courant, si vous voulez, que les thérapeutes se déplacent à domicile. C'est plutôt une pratique résidentielle, hein. Le divan, le divan du psychanalyste, ça vient du mot turc diwan, qui était la pièce où on recevait les hôtes, hein. Donc ça dit quelque chose beaucoup des préconceptions qui sont à l'origine de ce dispositif-là. Hein, donc effectivement, aller vers, aller dans et aller à domicile, ça remet aussi profondément en question nos présupposés pratiques, nos présupposés théoriques même. Hein. Mais ça fait écho à l'invitation qu'Alex lançait à tout le monde, d'aller voir sur place, d'aller se laisser pénétrer par ce monde. En fait, l'image que j'avais en vous écoutant, c'est celle d'un élagueur qui essaye de travailler le plus finement possible. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles ? Je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qui apparaît comme une sorte de pathologie, mais qui n'est qu'en fait qu'une manière singulière de vivre, et puis ce qui a été exprimé auparavant sur le bâti libre. Ce sont des expressions de la liberté, et peut-être que ces accumulations sont des soins pour l'individu à chaque fois. Bon, c'est difficile de se prononcer là-dessus. C'est entièrement juste, c'est-à-dire ne jamais oublier que les processus de défense, hein, ce qu'on appelle le symptôme, c'est toujours une tentative d'auto-guérison, hein, au départ, hein, qui peut devenir aliénante, qui peut provoquer plus de souffrance qu'elle n'est censée en traiter, mais ne jamais oublier que c'est une tentative d'autocure, on pourrait dire. Alors là, je vais m'adresser à Royaumont. Il faudrait reprendre le début d'Alex, Camille, Alex. Comment tu... Allez, Alex. C'est que sur la ZAD, tout le monde s'appelle Camille. Oui, je sais. Mais du coup, Alex, c'est très bien, on peut dire Alex, c'est cool. Parce que dans l'introduction, il y a des choses extrêmement importantes qui sont peut-être clés dans la totalité du colloque. Et en faire un texte. Il existe peut-être déjà, je ne sais pas, mais voilà. Parce que c'est enregistré, docteur. Non ? Il n'y a pas eu d'enregistrement ? Ah si, bon d'accord, tout va bien. Tout va bien. Je suis rassuré. Parce que c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Et je suis très heureux de tout ce qui a été dit à travers les expériences dans la ville avec Éric et Constantin, à travers l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi inquiet évidemment du fait qu'il n'y a pas d'écoute de la part de ceux qui sont nos gouvernants et qui apparaissent pour moi comme des retardateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que ces expériences-là sont en avance. Elles ont un temps d'avance et qu'il faut qu'on les regarde avec attention et qu'on laisse l'expérience continuer avec leur déclinaison pour pouvoir être utile d'une manière ou d'une autre à la totalité des citoyens. Là, il n'y a pas du tout cette démarche-là. Ben non, la réponse pour l'instant, c'est plutôt l'éradication de toutes ces... Excusez-moi, j'ai un chat. Ah, alors Adrien Pichon, juste à côté, pourrait peut-être t'aider à à faire quelque chose de ce chat. J'ai eu l'impression, parce que je suis allé 2 fois sur la ZAD, qu'il y avait l'expression de l'intelligence vraiment là. Et je définis ça par l'accès à l'intelligibilité du contexte. Les gens qui sont là ont compris où ils étaient, même si ça n'est que empiriquement et par expérience du terrain. Mais ils sont devenus intelligents. Et tout le monde peut le devenir. Hein. Alors oui, peut-être justement, est-ce qu'on pourrait prolonger là-dessus ? Parce que pour moi, ça pose la question, on l'a évoqué tout à l'heure et c'est revenu dans ce que disait Alex, de cette affirmation que tu as eue, qui est quand même assez extraordinaire, tout le monde peut le faire. Et de fait, Alex, quand tu es arrivé sur la ZAD, tu ne savais pas construire des cabanes et des tours c'est en faisant qu'on apprend, c'est toujours pareil. Et quand on est dans un monde aussi où on dit tout le temps c'est pas possible, ou alors chacun a son domaine, on a tous des spécificités pour des domaines, on est bon. En fait, on a tous des facilités pour certains domaines, mais on est tous capables de tout faire, quoi. Et quand on n'est pas là en train de dire, du coup, vu qu'on nous casse tout le temps, on commence un truc et puis on va pas y arriver et puis on va être démotivé. Alors qu'en fait, c'est l'erreur comme c'est par l'erreur qu'on apprend, on le sait très bien, et que du coup, on sait des nouvelles choses, on expérimente, et on est tous capables de taper sur un clou, on est tous capables de mélanger de la terre et de l'argile, et en fait,
Et en fait, on est tous capables de faire beaucoup de choses et de faire les choses, quoi. Alors, question suivante, seul ou à plusieurs? Seul ou à plusieurs, comme on veut. Les deux. À plusieurs, c'est toujours plus sympa, mais après, il y en a qui préfèrent faire les trucs un peu plus seuls, mais toujours, vu que on n'est jamais seul, parce qu'on est entouré du reste du vivant, qui nous donne, comme quand on arrive pour construire sa cabane ou construire un lieu, on regarde l'environnement, et l'environnement nous suggère déjà une forme de cabane, un milieu de cabane. Après, on va chercher des branches et tout ça, et en commençant à construire, l'imaginaire, c'est pareil, il se développe, et du coup, la cabane devient organique, elle va vraiment. Et du coup, on n'est jamais seul dans la vie, on est toujours, même si c'est pas avec des humains, il y a toujours à côté qui nous suggère des idées, quoi. Ensuite, il y a la question des normes, c'est-à-dire c'est un des outils de nos sociétés pour contraindre tout le monde, c'est le respect des normes. C'est-à-dire construire aujourd'hui, c'est devenu tellement une affaire de normes dans tous les sens que c'est pratiquement impossible, à moins de fait de prendre le contre-pied et de décider, comme à la ZAD ou comme Constantin, dans l'obligation de la désobéissance. C'est pas, voilà. Mais il n'y a pas le choix. Difficile de faire autrement. Pour vivre autrement, faut pouvoir essayer les normes, elles nous bloquent complètement. Du coup, si on n'a pas de terrain où il n'y a pas de normes, on ne peut pas expérimenter. Et si on ne peut pas expérimenter, on ne pourra jamais trouver d'autres modes de vie et réessayer autre chose. Et l'État, il nous bloque à fond là-dessus tout le temps, quoi. Tout le temps. Il bloque tout le monde. Personne ne peut rien faire. Construire une cabane, c'est tout le monde, illégal. que ça soit, oui, c'est ça. Que ça soit sur la ZAD, que ça soit les habitants. Tout le monde, c'est pour ça que sur la ZAD, c'est possible de faire autrement parce qu'il n'y a pas ces normes-là. Et c'est pour ça qu'on peut expérimenter autre chose. Autrement, moi, j'ai essayé de faire des cabanes à droite à gauche. Enfin, t'es vite fait détruit, on vient, on détruit tout, on met tout à plat. Et en plus, les normes, elles sont complètement aberrantes. C'est démesuré tout le temps. Il n'y a aucune logique. Alors, il y a Étienne Grésillon qui est dans la salle et qui, lui, a travaillé sur les SDF dans le bois de Vincennes. Enfin, on l'entendra tout à l'heure sur les jardins cisterciens. Mais si on pouvait lui passer un micro, parce que ça aussi, c'est quand même un des sujets de consternation de notre époque, c'est le nombre de gens qui sont à la rue et quand ils essayent de se construire des abris, je ne sais même pas si on peut dire habitat, mais des abris en tout cas, eh bien, le plus souvent, ces abris sont détruits ou en tout cas, il faut qu'ils se cachent. Étienne ? Alors, je suis géographe et j'accompagnais des étudiants doctorants tous les ans au Bois de Vincennes sur des thématiques plutôt liées à la biodiversité parce que je suis plutôt branché écologie. Et je voyais ces SDF arriver petit à petit, s'installer dans le bois. Et je me suis dit, mais il y a une logique derrière cette installation. Elle n'est pas simplement une logique politique. Ça veut dire c'est des espaces qu'on peut un peu s'approprier parce qu'il n'y a pas des normes qui sont imposées fortement. Et je me suis dit, s'ils s'installent là, c'est qu'ils trouvent en fait un habitat qui leur correspond. Donc l'idée, c'était de voir, en fait, de faire le lien entre l'installation des campements des SDF et le lieu dans lequel ils s'installaient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une logique derrière ces installations, et ces logiques sont liées au rapport au non-vivant. Ça veut dire que dans le bois de Vincennes, vous avez eu la tempête de 99 qui est passée, qui a été un vrai traumatisme pour nos gestionnaires de la DEV, de la direction des espaces verts, parce qu'en fait, il y a, sur certains espaces, vous avez entre 60 et 80% des arbres qui sont tombés. Et ils se sont dit, il y a un problème, là, on n'a pas bien géré notre forêt, parce qu'ici, c'est des sylviculteurs en fait, qui gèrent la forêt. Et ils se sont dit, on va planter des plantes indigènes, des plantes spontanées. On va laisser en fait, les arbres arriver, donc on appelle ça de la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les arbres arriver, donc on a vu arriver surtout des érables et des robiniers. Et ces érables et ces robiniers, on a vu les SDF s'installer dans ces espaces-là en particulier. Parce que ici, vos gestionnaires de la DEV passent moins, parce que déjà, c'est des espaces qui sont en régénération. Vous avez aussi moins d'habitants, de promeneurs qui passent, donc il y a une espèce de clôture naturelle qui s'y fait. Et en plus, on peut se construire quelque chose qui soit un petit peu pérenne. Le problème de la ville, c'est que dans la ville, vous avez des pressions de partout, vous avez du goudron, c'est dur, c'est froid la nuit. Et donc, dans le bois, en fait, ce qu'ils trouvent, en fait, finalement, c'est ils peuvent s'installer, mais temporairement, en y mettant une palette, par exemple, pour se protéger du froid du sol, parce que ça, c'est important. La nuit, l'hiver, vous pouvez avoir très froid, donc on peut mettre une palette, ou alors on peut aller chercher des branches pour mettre ou des feuillages ou des herbes sous la tente.
Et donc, on peut se construire un habitat temporaire, mais qui peut apporter une survie, en tout cas une vie correcte. Voilà. Donc ici, on voit bien ce lien au non-vivant qui est fort et qui interroge en fait sur la biodiversité, sur ce terme, parce que biodiversité, finalement, c'est la diversité des vivants. Et bien finalement, moi, ce que je dis et ce que je vois souvent dans mes travaux, c'est que derrière cette diversité du vivant, si on accepte toutes les espèces, ben on accepte aussi tous les individus tels qu'ils sont. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant à interroger là c'est à la fois de l'éthique, mais c'est aussi de l'écologie. En fait, on voit bien qu'ici, il y a une imbrication entre un positionnement éthique et moral et une nature qui s'exprime. Donc il y a un génie naturel et un génie humain ici qui s'associent. Oui, on aborde des thèmes très, très, très importants qui évoquent pour moi le travail que j'ai pu faire avec Pérou, qui est une association qui s'occupe de ceux qui sont des sans-logis depuis déjà longtemps, avec Sébastien Thierry. Mais les expériences qui ont eu lieu avec une application de terrain où il y a eu du construit ou de l'amélioration du bâti, c'était pour des Roms, c'était à Ris-Orangis, malheureusement ça n'a pas été accepté malgré la réalisation de haute qualité par la municipalité qui a tout détruit. Donc ce sont des renoncements à une option alternative heureuse pour des raisons qui sont la peur. Je pense que ces gens-là ont peur. D'autres questions évoquées par ce qui vient d'être dit, c'est le brassage planétaire, c'est la diversité des êtres et leur systématique voyage dans l'histoire du monde, que ce soit des plantes, des animaux ou des humains. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pose énormément de problèmes, puisque les robinets qui poussent, sous lesquels viennent ceux qui s'installent et qui sont des migrants ou des sans SDF, sont des plantes originaires d'ailleurs, invasives, on les pointe du doigt, ils n'ont pas le droit d'être là. Il y a des listes établies là-dessus qui caractérisent une espèce de vision fixiste de la vie qui n'a rigoureusement rien à voir avec la vie, qui est juste c'est comme si les écologistes n'avaient pas compris ce qu'était l'écologie. C'est fou, c'est complètement dingue, parce que c'est souvent établi par justement des gens qui se prétendent écologistes, donc connaître a priori la dynamique de l'évolution. Donc c'est terrible. Et je pensais à la question du recyclage qui a aussi été évoquée, qui est très très importante dans l'histoire écologico-économique et de notre avenir. Et le recyclage de l'architecture, des éléments d'architecture, ça a été évoqué. Oui, c'est Eric qui parlait du recyclage des bâtiments. Comment peut-on imaginer quelque chose, comment peut-on remettre dans l'environnement quelque chose qu'on lui a pris, une énergie qu'on a pris sans la disqualifier? Comment peut-on recycler? Et est-ce qu'on peut recycler facilement quelque chose que l'on a construit aujourd'hui, dès lors qu'il y a une vision fixiste de l'objet en question? Et elle est quelquefois sacralisée, une forme de muséification. Et là, je dois dire que les architectes... Bon, évidemment, ici, ce serait dommage de recycler royalement, je reconnais, de reprendre... Il n'y a pas de doute. Il y a un certain nombre d'édifices qu'on a envie de conserver, de consolider. Mais... Oui, mais alors, moi, je voudrais ajouter une autre question. C'est est-ce qu'on peut véritablement recycler un bâtiment de la sécurité sociale qui a été fait en béton, amiante Non, mais bien sûr, mais la question a été justement évoquée. Comment construire pour que ce soit recyclable? Si on construit en pierre, il n'y a aucun problème. Sur le truc recyclage, c'est que souvent, ce qui est rigolo, c'est que si on ne nous donne pas de plastique dans les mains, si on ne nous donne pas des trucs polluants, nous on n'est pas des chimistes, et en fait on est incapable de polluer. Et moi, il y avait un des trucs, par exemple, que j'avais été voir les aborigènes quand j'étais parti en Australie, et un truc que je ne comprenais pas, c'est pourquoi ils jetaient la nature, parce qu'ils sont en relation avec la nature, et ils aiment la nature. Et en fait, j'ai compris, c'est que toute leur vie, en fait, ils prennent un truc devant eux, ils fabriquent, et puis quand ils en ont plus besoin, ils le jettent par-dessus l'épaule. Et puis en fait, ça s'est changé. Et en fait, là, on leur apporte des canettes de bière, on leur apporte du plastique qu'ils n'ont pas besoin. Mais d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire ça. C'est juste le pétrole, ça fait monter le PIB, qui fait que le pays développé, il augmente, et puis blablabla. Et en fait, du coup, ça fait que si on fait avec l'environnement, en fait, on ne peut pas polluer. On peut faire des bêtises, mais on prend, on jette, et puis ça se recycle, et tout va bien, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je serais vous, j'en aurais. Ou non?
Oui, d'accord. On vous écoute. Oui, bonjour Christine Laurent. Je n'ai pas vraiment une question, mais une curiosité. Je voudrais savoir comment Axel est arrivé à la ZAD. Quelle a été son enfance? Comment tout d'un coup on a envie de partir Du coup, la ZAD, c'était un peu compliqué. Moi, là-bas, je suis chaudronnier. J'étais en 4e, 3e technologique. Et puis à 16 ans, du coup, je suis parti à l'usine. Et du coup, j'ai travaillé à 21 ans, j'ai quitté l'usine en essayant. Mais quand j'avais 18 à 19 ans, j'avais rencontré des gens qui étaient dans des squats, et du coup dans des milieux sociaux. Et du coup, j'ai appris à vivre ensemble avec les uns les autres, l'échange, qui m'a fait voir autre chose et qui m'a permis de sortir de l'usine, sortir de tout ça. Et après, j'ai toujours voulu batailler pour pouvoir faire des endroits comme ça, et puis échanger avec les gens. Et du coup, j'ai voyagé un petit peu pour voir ça et tout ça. Et puis à la ZAD, en fait, c'est qu'on était dans des squats à Nantes où on retapait, on faisait des beaux jardins, on faisait des beaux trucs. Et on s'est fait prendre des grosses raclées par la police qui nous fout tout dehors et puis qui nous prend tout en l'air, qui casse tout, et puis après qui prend des photos et dit regardez en quoi ils vivent. Non, on vit pas là-dedans. Et du coup, on a été mis en relation grâce à des gens avec les habitants de Notre-Dame-des-Landes qui demandaient à venir occuper les lieux pour pouvoir vivre sur place, pour défendre l'endroit et puis pour qu'on se réunisse pour défendre contre l'aéroport, mais aussi d'autres idées. Parce qu'on est tous les uns et les autres isolés, mais si on se met ensemble, on est fort, quoi. Et du coup, c'était le but, c'était de se mettre ensemble. Et du coup, à la ZAD, du coup, j'ai pu défendre ce que je veux défendre, c'est montrer la beauté de la vie et tout ça. Mais du coup, vu qu'on est sur un territoire, il est grand, on ne se fait pas tout démolir des 2 mois après, quoi. On est tous ensemble, du coup, ça permet dans le temps de créer de créer dans le temps et de pouvoir de montrer ce que chacun veut défendre et ce que veut montrer, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça fait 8 ans que je suis à Notre-Dame-des-Landes, que j'habite là-bas, parce que c'est un lieu où je peux partager, je peux apprendre, transmettre et jamais s'arrêter, c'est la base. Et du coup, on peut accueillir des gens et parler dans un milieu qu'on a créé, dans le milieu dans lequel on parle d'une mode de vie, et le mode de vie, du coup, il est créé, et du coup, c'est beaucoup plus facile pour comprendre, et du coup, là, il y a de l'impact, et du coup, chacun, quand on arrive à toucher quelqu'un, quand on touche quelqu'un, en fait, il va répéter quand on fait rêver des gens, il va répéter. Et après, c'est que aussi, comme je disais, on a envie de ce qu'on connaît, on n'a pas envie de ce qu'on ne connaît pas. Genre, j'ai fait la maison en terre. Par exemple, quand tu n'as jamais vu une maison en terre, tu ne peux pas en avoir envie. Une fois que tu vois une maison en terre, après, c'est à toi de faire le choix. Mais au moins, tu peux choisir, tu as du choix, quoi. Tu n'as pas le choix entre 2 couleurs, en fait. Tu as une grande palette de couleurs, et la vie, c'est pareil. Et c'est remontrer les possibilités et redonner le savoir pour acquérir la liberté et acquérir la multitude de possibilités, quoi. Et le pas possible, ça n'existe pas, impossible. Apprendre, ça peut être aussi apprendre à tresser des cordes avec du chanvre ou de l'ortie, ça peut être... c'est tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est pareil, il y a un truc, moi je fais du tressage et tout ça, et quelqu'un qui m'avait dit une fois, où est-ce que tu as appris le métier de cordage? J'ai rigolé, j'ai dit, et ma voisine, elle faisait du cordage, du coup je suis parti la voir, elle m'a montré comment faire, et puis maintenant moi-même je fais mon cordage et je peux montrer aux autres comment faire du cordage. Ou alors, je fais des cabanes, elles sont pas droites. On m'avait dit aussi, comment tu fais pour pas faire droit, c'est joli. J'ai dit, c'est pas compliqué. Si tu prends pas de mètre, pas de niveau et pas d'équerre, tu vas pas réussir à faire droit et c'est facile. Tout va bien. Alors, question suivante. En fait, sur ce que disait Gilles, là, c'était une petite remarque sur peut-on déconstruire ou reconstruire Royaumont. Et ça me faisait penser, en fait, alors je veux pas inquiéter les gens de Royaumont, mais en fait, par exemple, les temples japonais, comme Ise, les grands temples, ils sont reconstruits tous les 20 ans à peu près. Et donc, on peut imaginer de garder des choses sans perdre complètement le fait qu'elles soient inscrites dans un cycle. Et donc, je me disais ça, en fait, c'était une réflexion qui m'est venue en vous écoutant. C'est-à-dire que probablement dans notre culture, quand on a voulu garder des choses, on a essayé de les pérenniser en l'état. Et je trouvais intéressant la remarque de M. Bernard, je crois, qui disait qu'on peut reconstruire, remobiliser les pierres aussi d'édifices. Ça ne veut pas dire forcément perdre l'histoire de l'édifice. Ça peut être juste le laisser re-rentrer dans un cycle. Et ce n'est pas la même chose, je trouve. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire sur ça. Je n'avais jamais pensé, je ne suis pas spécialiste de ça, mais à ta remarque là. Donc peut-être on peut essayer de faire quelque chose avec Royaumont. Non, c'était une plaisanterie. Le message est envoyé. Il y avait Monique qui voulait parler ? C'était à propos du recyclage des matériaux. On a des problèmes quand même apocalyptiques, entre autres avec le sable. Quand on voit, j'étais en Chine il n'y a pas longtemps, quand on voit les immeubles poussés à vue d'œil, les tours de 40 étages, et qu'on sait la quantité de sable qu'il faut pour faire ce béton,
et que maintenant on n'a plus assez de sable dans certains pays, donc ils vont piquer la nuit avec des dragues le sable au Vietnam ou je sais pas quoi. Enfin, il y a quand même des réalités physiques à des échelles complètement invraisemblables, et que le recyclage c'est aussi parce qu'on arrive au bout du possible. C'est-à-dire que, effectivement, on peut penser qu'il y a beaucoup de sable dans la mer, mais finalement, c'est même plus le cas. Donc, recycler, c'est aussi ça. C'est-à-dire penser les limites de certains matériaux auxquels on est déjà confronté. Et c'est quand même pas rien. Je profite de cette remarque parce que c'est pas besoin d'aller en Chine pour... Ouais, j'ai du mal. C'est pas besoin d'aller en Chine pour parler de cela, parce que l'exemple est à côté. Le problème de la ressource pierre avec les carrières de l'Oise se pose aussi ici, puisque quand les carrières, surtout une, la plus importante, de Saint-Maximin, n'a pas de débouché de pierre de taille, donc c'est eux qui fournissent la plupart des chantiers monuments historiques. Le responsable de cette carrière, enfin le propriétaire de la carrière, a développé une centrale à béton qui permet, dans ces moments de creux, d'installer une grignoteuse d'autoroute sur le banc de pierre, de sortir de la fine. Donc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la pierre de taille devient du sable et utilisée dans la centrale à béton avec un ajout de grave qui nous vient de Belgique par les péniches, qui passe par l'Oise. Et ça a poussé la personne, qui est tout à fait pragmatique, tout à fait, de déposer des brevets concernant du béton avec des ajouts de résine pour compenser la faiblesse de la fine dans le béton. Donc du coup, il y a un développement du béton qui se fait de plus en plus pointu, et avec des ajouts de résine qui sont à discuter, quoi. Donc voilà, donc, le fait de ne pas avoir de débouché, que ce soit pour la pierre ou le bois, provoque des usages complètement aberrants. Et il n'est pas besoin d'aller en Chine pour voir ces aberrations. Elles sont là, à côté de nous. C'est même troublant, parce que pour le bois, c'est pas qu'il n'y a pas de débouché, c'est que tout le bois est utilisé aujourd'hui pour les soi-disant chaudières à bois écologiques, et qu'on est en train de détruire des forêts. Ah si. Tout à fait d'accord, mais le bois d'œuvre et le bois de chauffage est bien, est bien séparé. Mais là, oui, mais quand on fait des coupes à blanc, on ne regarde pas trop, je crois. Bonjour, j'ai une question pour Adrien Pichon. Vous nous avez parlé de syndrome individuel à travers le syndrome de Diogène, mais aussi d'un syndrome collectif à travers ces entrepôts de stockage. Que dit ce syndrome de nous-mêmes et de notre société aujourd'hui? Peut-être que ce que ça dit, c'est que... Je rebondis à travers ce qui a pu se dire sur cette idée que l'identité reposerait sur l'immuabilité, la fixité, la conservation. Fondamentalement, il y a un rapport à la conservation qui est poussé ou chauffé à blanc, on va dire. C'est-à-dire tout doit être conservé. On parlait de processus de défense. Je pense que l'hypothèse que moi j'ai par rapport à ce type de conservation, c'est que il y a un insupportable à métaboliser finalement les expériences et l'exigence de transformation identitaire perpétuelle que nous impose la vie, à travers les événements qui nous arrivent, éventuellement les pertes qu'on subit, les remaniements, on va dire, des investissements que nous impose la vie. Donc il y aurait quelque chose d'un insupportable à se transformer à travers ces expériences-là, et une sorte d'illusion à vouloir conserver, fixer les choses, rendre les choses identiques à elles-mêmes dans la durée. Je pense qu'il y a une menace identitaire profonde à l'origine de ce syndrome, comme si perdre, c'était se perdre. Et bon, j'ai souvent cette phrase d'un prix Nobel récent de littérature qui dit « Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir ». C'est Bob Dylan qui a dit ça. Je sais que ça a pu en choquer certains qu'il ait le prix Nobel de littérature, mais il a dit des très belles choses. Et je crois que voilà, habiter finalement, c'est se transformer dans la durée, dans ce dialogue avec le milieu, se
se refaçonner perpétuellement en dialogue avec un milieu humain et milieu non humain, bien sûr, et que finalement, peut-être que ce syndrome ou cet ensemble de troubles parle de cette difficulté qu'il y aurait à faire avec, finalement, l'expérience humaine, les pertes, les déceptions, etc. Je crois qu'il y a quelque chose d'un rapport au deuil qui est extrêmement problématique dans ce syndrome-là. Voilà. Bonjour. L'expérience Notre-Dame-des-Landes et des expériences similaires semblent attirantes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut envisager d'en faire un modèle pour l'ensemble de l'humanité, avec les questions que ça peut poser au niveau des infrastructures et ainsi de suite, c'est-à-dire se passer globalement d'infrastructures un petit peu partout. Nous, à la ZAD, on n'est pas là pour que tout le monde fasse pareil, c'est pour échanger comme pas toujours la même chose, échanger les savoirs, voir les possibilités. Et après, c'est de penser à petite échelle, pas aller à 20 km, 100 km pour discuter de ce qu'on va faire devant chez soi, mais discuter avec les gens qui sont autour de chez nous pour qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Et du coup, naturellement, les choses, c'est différent à droite, à gauche. Et souvent, ce qui pose le plus de problèmes, c'est qu'on va prendre des décisions à l'autre bout du monde, devant chez toi, et sans te concerter, alors que la première personne concertée, c'est la personne qui habite autour, d'où tu veux faire quelque chose, quoi. Et du coup, c'est vraiment... Et en fait, il y a toujours de la structure. C'est pas des structures fixes. C'est comme les lois, ça change tout le temps. Par exemple, quand on est dans une voiture on est deux dans une voiture avec des fumeurs, la loi c'est qu'on peut fumer. Il y a quelqu'un qui fume pas, et la loi ça va être qu'on fume pas. Et en fait, les lois elles changent tout le temps. Dans la vie, il n'y a pas de vérité, c'est que des exceptions. Du coup, on peut pas créer des lois fixes pour le vivant, c'est pas possible. Et du coup, c'est juste réexpérimenter et arrêter d'enlever nos peurs et revivre juste comme on le pense, les uns avec les autres. Et puis voilà, c'est tout. Il y a Christophe qui voulait ajouter quelque chose. Pour nous, ce n'est pas un modèle. Enfin, c'est un modèle au sens que c'est un endroit, un des rares endroits que je connaisse où nous, on peut s'organiser comme on le veut, à l'échelon d'une cabane, d'une région. Donc le modèle, c'est de ne pas avoir de modèle, justement. Oui, ça c'est une bonne réponse. Le plus dur, je crois, c'est d'imposer à tout le monde un modèle, justement. En Guyane, où j'étais il n'y a pas longtemps, on nous a mis en face, en nous demandant de nous positionner, des immeubles que l'on construit selon cette architecture de caserne, on va dire, sous prétexte que ce sont des logements sociaux. Et puis derrière le grillage, les habitants qui sont spontanés, faits par les gens qui n'ont pas les moyens. Et on se dit, mais moi, si j'étais là, je voudrais habiter où ? Plutôt dans les baraques fabriquées avec leur propre poésie et leur créativité. Bon, il y en a peut-être qui vont choisir en disant non, je préfère la barre de logement, la caserne. Oui, mais au-delà, il y a aussi la question de l'échelle. Moi, je trouve que quand monsieur demande si on pourrait généraliser ce modèle au monde entier, c'est comme si, une fois de plus, le monde entier était... on pouvait n'avoir qu'un seul modèle pour le monde entier, quoi. Non, bien sûr, mais en Mongolie, on est allé faire un atelier avec des étudiants de l'école d'architecture. C'est le modèle que nous importons avec notre structure et notre architecture est d'une telle aberration par rapport aux gens, au climat, à la culture, tout, quoi. Et même l'hiver, dans ces tours où il fait moins 30 dehors ou moins 50, ils sont obligés de descendre dans les yourtes en bas parce qu'il fait trop froid dans leur machin. Et il y a quelque chose qui ne va pas. On arrive, nous, là-bas, après une soi-disant réunion qui a eu lieu entre l'Orient et l'Occident 2 mois auparavant. Et on nous dit, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'il a fallu faire. Nettoyer la ville, ça veut dire passer les bordures de trottoirs en blanc et jaune, tuer tous les chiens et planter des pétunias. Non mais... c'est quoi ce truc, quoi ? On est dans un pays animiste, les gens vivent avec les animaux vraiment, et ils n'ont même pas de jardin. Leur jardin, c'est des enclos pour les animaux plutôt, et ils ramassent les plantes quand ils sont dans le nomadisme d'un point fixe à un autre. C'est une autre culture, quoi. Et on leur impose ça. Donc il y a quelque chose de complètement décalé. Je parlais de la Guyane tout à l'heure, mais les Amérindiens, ils n'ont pas envie de vivre comme... Pourquoi leur impose-t-on ? Pourquoi impose-t-on ces modèles de vie ?
Et je ne dis pas que chez nous, on a des Mongols et des Amérindiens à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas ça. Mais on a une expression possible autre, eh bien, mais qu'on la laisse faire. Et elle est offerte, en plus. Tout est complètement aberrant, on n'est pas obligé de tout détruire. On dit tout le temps on manque de place et on continue de faire des déserts tous les ans. Alors qu'en fait, les déserts, on sait très bien comment les repousser. Et dans le monde, il n'y a que des petits gens qui repoussent les déserts en plantant des arbres. Comme Jean-Marie Pels qui disait, autant il n'y a pas de plantes dans un désert parce qu'il n'y a pas d'eau, autant il n'y a pas d'eau dans un désert parce qu'il n'y a pas de plantes qui entretient le cycle de l'eau, quoi. Et que le désert d'Espagne, par exemple, c'est la loi Mesta qui est de 1300 à 1845. C'était les troupeaux de bêtes qui sillonnaient. Et tous les registres, ils disaient, en Espagne, les écureuils pourraient passer d'arbre en arbre. Et après, ils disaient, partout où passaient les troupeaux, et derrière, rien ne poussait, quoi. Et on sait avec les machines qu'on a aujourd'hui, en 10 ans, le désert d'Espagne, il redevient une forêt. Et avec la forêt, on a de l'eau. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On met des panneaux solaires dessus. C'est complètement aberrant. Si on est trop nombreux, pourquoi on fait des déserts et qu'on ne repousse pas les déserts qu'on a? Et sur le système toujours d'argent qui sert. Le système de don, en fait, de partage, c'est quand tu vas chercher des champignons, tu vas à la mer ou n'importe quoi, tu prends pour toi. S'il y en a beaucoup, tu prends pour ton voisin, pour l'entourage et tout ça. Mais si tu vas pour l'argent, tu prends un maximum. Parce que tu te dis, ça c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. Après, tu vas sur un marché, tu vas vendre, mais tu sais pas combien il y avoir acheté. Du coup, il y aura de la perte. Et puis tu retournes, tu prends un maximum, et en fait, tu épuises toutes les ressources. Si on vide tout le poisson, si on vide les océans, c'est pas parce qu'on mange le poisson, c'est parce qu'on le vend, quoi. Et que tout part à la poubelle, c'est complètement aberrant. Et si on n'arrête pas ce système capitaliste qui nous fout droit dans le mur, on n'arrivera jamais rien. Et vu qu'on est toujours basé sur le PIB, qui fait que plus le PIB augmente, plus le pays il est développé, et en fait, toutes les solutions, ça ne rapporte pas d'argent. Du coup, on ne pourra jamais trouver de solution parce que ça ne rapporte pas d'argent et qu'on ne changera pas de système. Pour finir de répondre à votre question, moi, je dirais oui, en fait. Oui, il faudrait généraliser des zones comme ça où chaque personne pourrait avoir justement libre cours à son imagination. Oui, dans la forme, enfin dans le fond, mais après la forme différente. On parle beaucoup des pouvoirs publics et en même temps, moi connaissant beaucoup de gens, par exemple, autour de la ZAD, d'agriculteurs notamment, aussi de gens, par exemple, qui... J'ai pu voir le syndrome de Diogène dans un immeuble, par exemple, et parfois les catastrophes un peu sanitaires qui peuvent en découler. Du coup, je me pose pas mal la question des autres, en fait. Il y a les pouvoirs publics qui peuvent contrer ces systèmes-là, mais il y a aussi les autres. Par exemple, pour la ZAD, il y a eu un référendum auquel la population a répondu oui. Bon, il y a eu un très bon découpage pour que ça réponde oui, ça c'est clair. C'était oui à l'aéroport. C'était oui à l'aéroport. Je vois bien les autocollants. En même temps, les habitants de la ZAD n'avaient pas le droit de participer au référendum. Voilà, mais on sait tous que de toute façon, le découpage n'a pas été fait pour que ce soit non à l'aéroport. Ceci dit, il y a beaucoup plus d'affichage d'autocollants non à l'aéroport, quelques timides oui à l'aéroport. Mais il y en a, en fait. Il y en a. Donc comment on fait avec les populations locales aussi? Puisque j'entends aussi beaucoup les agriculteurs dire « la terre n'est pas à eux ». Donc voilà, à quel endroit, ça me fait penser aussi au projet dont on a parlé tout à l'heure, à Colombes, ou à quel endroit on peut faire naître ce genre de projet? Moi, je peux répondre déjà que la terre, elle appartient à personne, et que de dire qu'elle est à soi, c'est complètement... je ne sais pas comment on peut dire ça, quoi. C'est comme si on disait le nuage est à moi. Ou... Alors peut-être qu'on déborde un peu le cadre, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on pourrait peut-être parler du projet qui a eu de réflexion sur les terres en commun et de tout ce travail qui a été fait pour sortir du système monétaire, pour sortir du système de propriété, qui effectivement n'est pas exactement une réponse, mais qui montre que c'est un lieu où des expériences ont été faites pour essayer d'avoir un autre modèle de vie et de société. Sur la propriété, c'est ça, la terre n'appartient à personne, c'est nous qui appartenons à la terre. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, quand on a de l'amour pour ce qui nous entoure, on va le respecter, on va pas empiéter davantage. Et puis, la première personne qui s'approprie la terre, il l'a acheté à qui, la terre, quoi? C'est obligatoirement du vol, du coup, c'est une répartition du vol de terre, quoi. Et on dit c'est pour répartir, c'est pas pour répartir, juste quand tu habites sur place et que tu vis autour, c'est logique que tu habites sur place. Là, il y a des gens, ils sont entassés dans des HLM et puis on rase tout à perte de vue et puis il n'y a personne qui habite. Et parce que c'est la propriété privée, elle enlève complètement tout, quoi. Et ça a permis à pas mal de récupération. Constantin, tu veux... Moi, j'aime bien la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après, on a été invité aussi de fabriquer un ZAD à la Colombe.
par des gens importants de chez vous, importants en guillemets. Et on ne l'a pas fait parce que si on aurait fait ça, tous les habitants de Colombes qui étaient investis, quasiment tous, 99,9, ils auraient été partis. On a eu déjà du mal avec le recyclage avec eux, parce qu'en fait, dès qu'on a commencé à faire du réemploi, de recyclage, pour eux qui habitent en banlieue, ça les rappelait les bidonvilles, etc. Donc c'est des gens plutôt pauvres qui ont d'autres problèmes que nous. C'est des gens qui ont des problèmes d'emploi, des problèmes d'appartement, etc. Et donc l'expérience de la ZAD, pour eux, c'est complètement autre chose, c'est un autre monde. Et donc nous, on a essayé de fabriquer une stratégie, une démarche qui est un peu entre les deux, qui s'adresse à monsieur et madame, tout le monde qui habite en banlieue, qui habite ailleurs, qui a une famille, qui a un emploi, qui a des enfants, qui a des grands-parents, etc. Et donc, je suis d'accord que la terre n'appartient à personne, mais il y a d'autres modèles aussi. Donc, par exemple, pour développer Urban, on essaie de mettre en place une community land trust, si vous connaissez, une CLT. Ça veut dire que c'est des manières collectives de gérer la terre et sur lesquelles on peut construire, mais il y a un décalage, une distinction entre la propriété de bâtiments et celle de la terre, ce qui fait qu'on peut mettre en place des systèmes qui sont anti-spéculatifs. En fait, le problème de foncière, c'est la spéculation en fait, qui fait monter les prix, qui fait qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas avoir d'accès ni à un terrain, mais ni à un appartement approprié. Et donc, je veux dire que, comme vous disiez, il n'y a pas de modèle, et on est d'accord, il y a plusieurs modèles, mais il faut aussi imaginer des modèles un peu intermédiaires qui s'adressent à d'autres mentalités que des jeunes un peu radicaux, que je salue, mais il n'y a pas que ça dans le monde. Donc, on est un non-agiste, donc on est dans la même philosophie. Chez nous, il y a aussi des familles d'origine africaine, avec des enfants, etc. Donc, on peut pas, c'est des modèles culturels complètement différents. On ne peut pas les parler d'autogestion, on ne peut pas les parler de recyclage, mais ils le font sans le dire. Et donc, je propose d'avoir une multitude de modèles et aussi qui peuvent négocier avec des pouvoirs publics qui ont quand même, comment dire, il faut transformer le capitalisme qui est là. Moi, j'aime bien citer le titre dans le livre de Holloway qui dit comment changer le monde sans prendre le pouvoir. En fait. Et donc, c'est nous, on essaie de faire ça, on essaie de changer le monde sans prendre le pouvoir, mais en dialoguant avec les gens qui sont en place. L'espèce de révolution mentale qu'il y a à faire par rapport à ces histoires de propriété, je crois que le travail est quand même immense. Vous avez rappelé quand même le caractère minoritaire quand même de ces idées pour le moment. Je pensais à aux travaux de Philippe Descola qui avait montré quand même comment était installé un certain rapport au monde dans nos cultures. Les cultures ont un rapport au monde singulièrement différent. Et je crois que quand même dans le monde occidental, l'homme est très possesseur de la nature. Dans la Genèse, c'est quand même ça aussi, jouir, enfin même exploiter la nature. Il y a des choses extrêmement installées qui ne sont pas si simples à déconstruire, je crois. Et peut-être que le mérite justement de ces zones expérimentales, d'expérimentation de créativité, c'est de faire bouger des lignes aussi, des lignes mentales, des choses très installées, des représentations très installées, ou d'autres expérimentations comme vous les conduisez, mais le chemin est long. Alors, pour l'installation dans ce genre d'endroit, il y a une fondation qui s'appelle les Terres de Liens. La Terre de Liens, c'est une fondation qui a des moyens, mais une fois qu'elle a des moyens, il y a des agriculteurs qui veulent transmettre par la fondation, donc ça permet d'installer des gens un petit peu par-ci, par-là. Mais c'est quand même pas simple non plus. À Rouen, on avait squatté une ferme juste à côté de maraîchers, on voulait qu'elle reste maraîchère. Et Terre de Liens avait les 550 000 € pour reprendre, mais la Chambre d'agriculture a préféré la donner à un enfant de la famille Mullier, parce que c'était un Auchan, quoi. C'était une valeur beaucoup plus sûre. Donc il en fait un dépotoir maintenant. Donc il y a l'argent, il y a les fondations, mais il y a aussi les institutions qu'il faut arriver à convaincre. Alors parfois ça ne marche pas, parfois ça marche. Mais il y a quand même quelques installations dans ce genre. Pour aller dans le sens de ce que disait Adrien et pour continuer un peu à vous répondre, même si, à mon avis, il n'y a pas de réponse véritablement, mais je me souviens que dans les débuts de l'occupation de la ZAD,
les opposants historiques à l'aéroport n'étaient pas très contents de voir ces occupants arriver. Ils les regardaient d'un œil inquiet et pas très. Et puis en fait, ça s'est complètement transformé la situation. Il y a eu des rapprochements. Ça dépend, parce que nous, si je vous disais, c'est les habitants même qu'on fait appel à l'occupation. Du coup, ils étaient contents parce qu'en fait, ils jouaient sur les lois et tout ça. Et on sait très bien que les lois, en fait, au bout d'un moment, ça s'arrête, ils nous mettent tout en. C'est comme par exemple le niveau sur toutes les lois européennes de l'écologie, ils sont complètement illégales pour tout. On est sur la réserve de Nantes, c'est complètement aberrant de faire un aéroport là-haut. D'ailleurs, quand il y a eu le vote oui, majoritairement oui, il faut savoir qu'il n'y a que les gens de la Loire-Atlantique qui ont pu voter. Il y a tous et que c'est que sur du mensonge. Quand vous voyez les tests qui étaient présentés, c'est sûr que quand tu connais pas le sujet, et ben en fait tu dis bah ouais, on va faire l'aéroport là-haut, ouais, ça va faire du boulot, et c'est complètement aberrant. Mais tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il n'y a pas une situation de tranchée et qu'effectivement, comme le dit Adrien, les lignes évoluent. Oui, ça évolue. Après, c'est ça, c'est que. C'est juste, du coup, les gens ils étaient contents qu'on vienne, et après, c'était la peur, parce qu'on a peur de l'inconnu. Du coup, de voir des jeunes complètement différents, des milieux complètement différents. Et au début, il y a des gens qui avaient peur et qui se méfiaient. Mais du coup, quand tu vis les uns avec les autres, après, tu finis par se répéter. Et puis, on ne fait pas tous la même chose. Sur la ZAD, sur les 1600 hectares, il y a quand même. Il y a un bon gros quart où c'est 3 gros exploitants qui sont encore sur place, qui font des pesticides, des engrais et tout ça. Et on n'a pas brûlé les champs, et on fonctionne avec eux. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas évolué un peu plus que ce qu'ils auraient pu. Mais en fait, on cohabite avec des gens qu'on est complètement différents et qu'en fait, en vivant ensemble, les peurs elles s'estompent aussi, quoi. Parce qu'en fait, surtout, on est blindé de peurs illusoires, parce qu'on ne connaît pas et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Alors, à qui le tour? Oui. Relevez la main là. Non, tout de suite. Mais la dame, ça fait un moment aussi là. Voilà. Moi, je suis évidemment très intéressée par tout ce qui est dit, puisque dans les années 80, j'avais fait déjà une maison bioclimatique, enfin avec recyclage et tout. Mais moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, c'est pas seulement tous les problèmes de nature, d'habitat et tout ça. C'est le gros problème de l'eau, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça va être vraiment ce qui va être critique pour l'humanité dans l'avenir. D'autant plus qu'il y a déjà des pays qui sont déjà en train de se bagarrer entre eux pour l'eau et qui font des barrages pour interdire aux autres d'avoir l'eau. Donc moi, je pense que le gros problème... Moins fort. Le gros problème bientôt, ça va être le problème de l'eau et l'eau potable notamment. Donc est-ce que l'humanité est capable déjà de résoudre ce premier problème qui va être un problème de survie pour elle? Ouais, alors, je peux répondre. Moi, je trouve que c'est carrément primordial. L'eau, c'est l'or de la vie. Et que même sur Notre-Dame-des-Landes, on n'a même pas réussi à vraiment imposer les trucs avec les gens. On continue d'évacuer les fossés, on continue d'évacuer l'eau avec les fossés, on continue de couper les arbres. Il fait trop chaud, le Sahel nous tape sur la tête, il touche le sol. S'il n'y a plus d'arbres, la flotte ne peut pas s'infiltrer dans le sol. Il n'y a pas d'apport de terre. Par les racines, ça fait des sources. Si on coupe les arbres, il n'y a plus de sources. Et on enlève toute l'eau. Du coup, dès qu'on coupe des arbres, déjà, on enlève tout un cycle de l'eau. Et du coup, il va moins flotter. Et même s'il ne pleut pas, quand il y a des arbres, il y a de la rosée, c'est mouillé. Et en plus, qu'on coupe les arbres, on fait des fossés qui sont tous dirigés. Et je ne sais pas si dans le temps, il pleuvait trop. Mais là, maintenant, c'est complètement aberrant. Et quand on confronte les gens qui creusent des fossés, on se retrouve toujours la même. C'est pour faire propre, c'est de l'entretien, on a toujours fait comme ça. Mais ce n'est pas des réponses, ça, c'est complètement aberrant. Et que du coup, là, on a une sécheresse. À la ZAD, il y a la source de l'Épine qui est connue comme intarissable depuis 400 ans. Et l'année dernière, elle était tarie. Et les gens, ils ont continué de creuser les fossés. Et le peu d'eau qui arrive, il est évacué. Et même à la télévision, à Nantes, en juillet, au début de la semaine, ils disaient « Oh, inondation, inondation ». Milieu de semaine, ils gueulaient à la sécheresse. Et fin de semaine, ils gueulaient à l'inondation. Et là, bah ouais, en fait, si on arrêtait d'évacuer la flotte, on évacue tout de haut jusqu'en bas, on évacue toute la flotte. Du coup, on fait des inondations. Et puis, vu qu'on a tout évacué, on a la sécheresse derrière. C'est pas plus compliqué que ça. Et que juste à un moment, il faut arrêter d'évacuer l'eau et que les zones humides, et c'est ce qu'il y a de plus important et qu'on peut vivre avec, quoi. Alors, Gilles, et puis ensuite Constantin. Oui, je pense que les deux questions sont extrêmement... Enfin, la question et la réponse, d'une certaine façon, ici, sont cruciales, extrêmement importantes, emblématiques du jardin planétaire. Tiens, justement, on est au-dessus des latrines. Voilà. Donc, non, mais ça, c'est important, hein, parce que c'est l'eau qu'on évacue. Et qu'en fait, on reboit, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme ça que ça se passe. Elle est évaporée, elle s'en va dans l'océan, elle fait des nuages, elle retombe en pluie, on la récupère et on la boit. Elle va dans les bouteilles comme ça, c'est fantastique. Hein.
Sauf qu'on on peut pas vivre absolument pas sans ça. Et alors, moi, je suis dans une région où on n'a pas exactement le même sol, mais les questions sont rigoureusement celles qui ont été évoquées. L'eau s'en va stupidement, ça fait des sèches, enfin bref. Les arbres qui retiennent l'eau, c'est fantastique. J'ai des photos où on voit les cultures de maïs qui sont desséchées par période de sécheresse, sauf à l'endroit où on s'approche d'une haie. Comment on n'a pas compris ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de ça, etc. Donc je pense que cette question-là, comment on remet aussi l'eau dans l'environnement sans la disqualifier, n'est pas du tout évident, mais ça devrait être appris en classe, tout petit, puisque c'est crucial, vital. Donc ça fait partie d'une éducation basique, un alphabet, quoi. Et en fait, j'ai montré qu'on n'imperméabilise pas, on récupère complètement l'eau pluviale. Il y a 3 types d'eau, de l'eau robinet, de l'eau grise et des eaux noires. Dans tout ce qu'on fait, nous, il n'y a pas de eau noire, il n'y a pas d'eau noire parce qu'on n'a que des toilettes sèches. Et les eaux grises sont phytoépurées sur place et pour faire ça, on obtient des dérogations avec toutes les commissions qu'il faut. Et l'eau robinet, elle est très contrôlée. Pourquoi je complète? Parce que vous faites la même chose, parce qu'on le fait avec des habitants de banlieue, ils apprennent à gérer. On le fait avec des administrations qui apprennent à donner des dérogations. Ce n'est pas facile. Et donc, on essaie de... Je disais qu'il y a un coût de la transition écologique. Si on ne le fait pas avec les moyens qu'on a, on ne va pas arriver. Une différence, il y en a. Nous, on essaie de travailler avec les gens qui ont les moyens et changer les mentalités. Ça peut être les habitants des tours, ça peut être l'administration, ça peut être ceux qui font les normes, etc. On fait des choses qui sont en marge des normes et des réglementations, mais on les connaît très bien pour savoir comment passer. Et c'est le même problème avec les toilettes, avec toutes ces choses-là. En fait, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Aussi, à propos du modèle économique, parce que vous demandez si ça peut être extrapolé. Ma question pour vous, parce que je crois qu'on peut se poser des questions, est-ce que d'un point de vue économique, la ZAD est extrapolable à plus grande échelle? Parce que je ne sais pas de quoi vous vivez en fait. Économique, non, parce que ça ne marche pas vu que ça ne rapporte pas d'argent. C'est le but, c'est un peu comme toujours même histoire. Mais ça n'en coûte pas non plus. Comment? Mais ça n'en coûte pas non plus. C'est ça n'en coûte pas, c'est qu'on prend, tout est devant nous quand on prend, mais ça repousse derrière, ça prend. Quand on prend une plante sauvage, des feuilles de plante sauvage, en fait, derrière, ça repousse hyper vite. Et c'est comme toujours cette histoire de PIB. L'ortie, on sait que c'est la fibre, une des meilleures fibres au monde. Les fringues, ça reste, mais nous, on fait du coton, parce que du coup, le coton, ça a besoin de pesticides, ça a besoin d'engrais. C'est des fibres qui se cassent, et du coup, on rachète, et du coup, ça fait monter le PIB. Et du coup, on va dire un pays pauvre va faire de l'ortie, un pays riche va faire du coton, quoi. C'est complètement stupide. Mais l'argent, ça mène nulle part, quoi. Et puis c'est comment, faire de l'agriculture, c'est pareil, c'est pour vendre sur un marché, alors qu'on a tous accès. L'argent, je sais pas, ça sert à rien à part que certaines personnes puissent avoir des trucs sans rien faire et d'autres personnes sont dépendants, font pour quoi. L'argent, ça sert à rien. Ça sert à... On vous écoute. Donc du coup, en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant le modèle de la ZAD. Ça fait un moment que je réfléchis à y aller, mais j'ai toujours pas pris le temps d'y aller parce que je suis de Angers, donc pas très loin. Et en fait, ce que je constate, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous en train de chercher une solution globale, alors qu'en fait, finalement, peut-être qu'il suffit de commencer à agir et de faire ses propres recherches directement chez nous et que on a tous cette possibilité d'agir, même si on ne va pas forcément avoir un impact énorme, on ne va pas forcément changer le monde, mais finalement, on peut tous déjà commencer à faire des petites choses. Et je sais que moi, par exemple, j'ai commencé à prendre le temps de fabriquer de plus en plus de choses par moi-même. Et en fait, c'est hyper satisfaisant. Et tout de suite, ça entraîne des choses qui font qu'on va creuser plus loin, ça va créer du lien social, on a envie de partager ses savoir-faire, on a envie d'en apprendre plus, et je pense qu'on cherche toujours à avoir la solution miraculeuse, mais finalement, on n'est peut-être pas obligé d'attendre de trouver cette solution, mais de déjà commencer à la chercher, et peut-être aussi d'être un peu moins négatif, parce que j'ai l'impression que quand un mouvement se crée, on essaie de le décrédibiliser et de prendre les points négatifs, alors que personne n'est jamais parfait, on ne sera jamais dans une démarche parfaite, mais le fait d'être dans une démarche est déjà
quelque chose d'important et qu'on devrait valoriser au lieu de critiquer. Et du coup, j'avais une question par rapport à la ZAD, parce que j'ai pas bien suivi la fin de ce qui s'est passé, mais j'en étais restée au moment où la police est intervenue, du coup, après après le fait qu'ils aient décidé de ne plus faire d'aéroport. Et du coup, je voulais savoir les orientations de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment ça se... Du coup, c'est un peu compliqué, c'est vachement complexe, mais dans l'idée, c'est de reconstruire tout ce qui a été détruit, parce que tout ce qui était hors norme, en fait, il y en a qui ont signé des fiches, et ça peut être une stratégie de lutte. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont joué à la place. C'était une stratégie qu'on fait sur le dos de tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'on s'est fait attaquer en 2 mois par 2500 flics. Mais du coup, ils tournent, donc ils sont 800. Et il y a même une fois, ils ont attaqué les 150 fourgons à 150, et puis ils ont dit dans les médias, il n'y a quasiment plus de résistance. Qu'est-ce que tu fais avec 1500 keufs qui arrivent et qui te gazent et tout. Et que du coup, tout ce sur la ZAD qui est hors norme, c'est détruit. Il n'y a plus rien. Tout ce qui est hors norme, c'est détruit. Et il n'y a plus que les gens qui ont fait des fiches, où du coup, où ça va encore passer dans des clauses. Et du coup, par exemple, tous ceux qui ont fait des fiches, par exemple, si une cabane est faite dans ce lieu-là ou un truc comme ça, hors norme, ça va être la personne qui a le nom sur la fiche qui est responsable, qui va prendre des amendes. Du coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais dans l'idée, c'est, vu qu'on défend la vie, c'est rester sur place et continuer à reconstruire et à refaire, quoi. Et du coup, là, on pense que ça va être tranquille pendant l'été, parce qu'il y a plein de gens qui sont en vacances, et du coup, généralement, les vacances, ils laissent tranquille. Et ils vont sûrement revenir en septembre, octobre, pour faire une deuxième vague d'expulsion. Bon, on ne sait rien, on ne sait pas trop, mais ça va sûrement se passer comme ça, quoi, parce qu'ils ne vont pas relaisser encore. Ils vont venir petit à petit, et puis... Mais du coup, pour l'instant, tout ce qui a existé, ça n'existe plus, là. Toute la zone autorisée, toutes les cabanes, tout le gourbi, et tout, il n'y a plus rien. Et moi, ils m'ont roulé sur ma maison en terre, ils ont bouché mon puits avec la cabane en terre, ils ont arraché tout tractopelle. Mais du coup, c'est pareil, même les policiers, ils sont complètement... Ils viennent avec des idées qu'on leur met dans la tête, et là, ils se retrouvent pendant 24 heures, ils sont devant nous, quoi. Et du coup, eux, les gardes mobiles, ils n'ont pas le droit de parler. Mais du coup, nous, on leur parle, et il y en a au moment qui finissent à parler, il y en a qui se mettent à pleuvoir, et puis carrément à pleurer, quoi, parce qu'ils voient ce qu'ils détruisent. Il y a les chefs, ils les prennent, ils les mettent derrière, et on prend un autre, ils le mettent devant, quoi. Et que moi, je veux pas croire que quand ils ont détruit mon lieu, les gens, ça va pas retourner dans la tête le soir, quoi. Et que du coup, du coup, c'est vachement... Si on vient sur la ZAD, là, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a pas mal de gens qui dépriment un peu, il y a pas mal... C'est quand même compliqué, quoi. Et du coup, ceux qui ont un peu plus de force, on reste pour continuer, et puis essayer de faire. Après, là, du 7 au 14 juillet, il y a ZAD Envie, du coup, c'est un truc qu'on organise un peu sur la ZAD, et du coup, c'est viens avec ton envie et faire des choses. On va, par exemple, la cabane sur l'eau, il y avait une cabane flottante qui était magnifique, la police, elle y a mis le feu. Du coup, là, on va essayer de refaire une cabane flottante en faisant une tour, on va essayer de reprendre les possessions. Et du coup, s'il y a un endroit pour venir, c'est peut-être à ce moment-là aussi, entre le 7 et le 14, sachant que c'est bien différent, et que la ZAD, on ne faut pas arriver et demander qu'est-ce qu'on peut faire, on vient en apportant des choses, quoi. Je sens bien que ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord, globalement, sur la planète. Et Gilles, tu parlais d'une notion de préséance du vivant. Est-ce que ce ne serait pas une façon globale, très très globale, pour régler un peu toutes ces zones de divergence d'avis et finalement, peut-être, oui, Saint-Gilles, réponds-nous. Tu permets que je t'appelle Saint-Gilles tout le temps. Il s'est fait manger par les loups en hiver, lui, Saint-Gilles. Bon, la préséance du vivant, oui, ça veut dire que sur un projet, on privilégie la vie et pas forcément l'aspect fonctionnaliste ou la rentabilité de l'espace ou ces choses-là, mais la vie. Donc, dans l'histoire du jardin, la préséance du vivant va donner naissance au jardin en mouvement parce qu'on respecte la dynamique de chaque être et les formes changent. La question formelle est mise en péril. C'est très dur pour un architecte. Ce qui est très intéressant avec les expériences sur la ZAD, c'est justement les formes complètement différentes de tous les bâtiments. Parce que ça correspond à quelque chose qui est la vie de l'individu, sa vision du monde, son choix, son espace émotionnel. Donc oui, mais ça c'est la question qui était posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut appliquer ça à tout le monde? Non, évidemment. Mais quand même, quand on rentre dans des appartements où apparemment, dans un immeuble, tous devraient avoir la même allure, c'est pas vrai. Même là-dedans, on se rend bien compte que les meubles sont disposés différemment, que les couleurs ne sont pas les mêmes. Et
À chaque fois, il y a quelque chose qui apparaît et qui correspond à l'individu. C'est très rare qu'on assiste à je ne sais pas, à une non-expression de l'espace émotionnel de l'individu. Donc c'est ça part du vivant. Mais si en plus on privilégie le vivant sous la forme des espèces végétales et animales, on peut être à la fois dans un terrier comme la souris et tout un jardin par-dessus. Enfin, c'est imprévisible. C'est une très très grande richesse, mais ça sort des normes. On n'est pas dans les normes. Et on n'empiète pas sur la nature, mais en fait on favorise la biodiversité. Les pierres qu'on apporte, la cabane, en fait il y a des animaux qui se nichent en dessous, au-dessus. Et en fait au lieu d'empiéter et de prendre à la place, on favorise la biodiversité comme le reste des animaux, quoi. Et juste un truc sur la place, vite fait, c'est comme par exemple l'exemple des arbres fruitiers. Si on prend un terrain et on va planter des arbres fruitiers en ligne droite, il va y avoir des maladies, il va falloir gérer les maladies. Si on gère la maladie, ça va aller dans la terre. Ça va rester là, ça va ressortir, et c'est de la place qui est prise juste pour le potager. Du coup, une place qui est prise encore, juste exclusivement pour des arbres. Après, il va falloir du transport, parce qu'il faudra aller chercher les fruits sur ces arbres-là, l'amener sur un marché. Donc il faut du transport, il y aura de la perte toujours, parce qu'on ne sait pas combien il y aura pris. Et en fait, tout ça, c'est aberrant, c'est de la place de prise, c'est de la perte et tout. Alors que l'arbre fruitier, s'il est devant chez toi et le long des sentiers, tout le monde y a accès, il ne prend pas de place et tout va bien. Et puis les mélanger, quoi. Comment va-t-on recycler ce qui a été mal construit ? Parce qu'en fait, depuis les années 50, en effet, on a fait des barres d'immeubles, on a fait des tours de bureaux qui sont faites en béton, de matériaux qui ne sont pas recyclables. On a eu d'énormes problèmes avec l'amiante, dont on parle encore. Et ma deuxième question, on est 7,5 milliards dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on applique tout ce dont on a parlé à une population de 7,5 milliards qui, dans quelques années, sera de 9 milliards ? Peut-être qu'il y en a qui peuvent se prononcer. Mais sur la deuxième question, je dirais qu'on ne parviendra pas à trouver des solutions tant qu'on n'aura pas placé l'éducation au niveau le plus haut, la compréhension. À partir du moment où chaque individu a compris la situation dans laquelle on était sur la planète, il fait son choix. À partir de ce moment-là, c'est l'accès à l'intelligibilité du contexte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour l'instant, parce qu'on a un système d'éducation qui va vers la performance de l'individu. C'est la Macronésie, disons. Okay, mais la vie, ce n'est pas ça du tout. Hein. Comment fait-on pour vivre ? On n'est pas du tout systématiquement des compétitifs. Et il faut savoir comment agir à chaque fois. Et ça c'est valable pour les 7 milliards en question, et peut-être les 9 milliards, je ne sais pas combien, dès lors qu'on place le ministère de la Connaissance, j'appelle ça comme ça, le plus haut, et celui des Finances le plus bas, qui peut-être permettrait de faire fonctionner tous les autres, mais ce n'est pas lui qui donnerait ses ordres. Si on ne passe pas par la compréhension, ce n'est pas la peine. À ce moment-là, on devient dans un système de dictature, et ça, c'est la guerre. Il me semble que ce qu'on peut retenir de cette matinée, c'est justement qu'il faut arrêter de ligoter les 7 ou 9 milliards de personnes et il faut les laisser trouver leurs propres ressources. Et effectivement, c'est le début de la solution, ce n'est pas la fin. On a entendu parler de plusieurs expériences très différentes les unes des autres, très diverses. Chacune, on a le sentiment que c'est des expériences qui se sont produites dans des interstices, dans des minuscules anfractuosités de la société. Et à chaque fois, on s'aperçoit que ça ouvre sur des béances. À chaque fois, on a l'impression que la solution, c'est une toute petite solution de rien du tout, mais en fait, non, c'est un fil qu'on peut tirer à l'infini. Et systématiquement, il a été coupé par les autorités, mais sinon, il peut continuer à se dérouler. C'est-à-dire que je pense que là, on a des chemins, et il ne faut pas vouloir déjà la réponse de la fin du chemin, mais il faut savoir que ces chemins existent et qu'on peut aujourd'hui tous emprunter ces chemins-là, où qu'on soit. Pour l'eau, je voudrais dire que cet après-midi, on a un archéologue qui va nous parler des chemins de l'eau et de la façon dont les cisterciens travaillaient avec l'eau, et en particulier ici à Royaumont. Et je voudrais dire que donc les conversations et les débats vont continuer, on n'en est qu'au début. Donc merci à vous tous d'avoir été présents ce matin, et à tout à l'heure.